le fondement démocratique du pouvoir. Donc, l'État, bien évidemment, comme entité politique, ne peut exister sans la réunion d'un certain nombre d'éléments constitutifs. Ces éléments sont de deux ordres. Donc, de toute façon, il s'agit juste d'un petit rappel. Donc, ce sont des problématiques que vous avez traitées en semestre premier lors de la matière des relations internationales. Donc, je disais que l'État est, comme un sujet du droit public et du droit international, il est composé de deux éléments appartenant à deux ordres différents. Des éléments d'ordre sociologique qui sont bien évidemment le territoire, la population et le pouvoir politique, et des éléments d'ordre juridique qui sont la personnalité juridique de l'État et la souveraineté. Donc, pour rappel, je dirais que le territoire, c'est l'espace à l'intérieur duquel l'État exerce ses compétences. La population, c'est l'ensemble des individus qui sont rattachés à l'État par un lien juridique qui est la nationalité. Et l'autorité politique, ce ne sont que les différents organes qui représentent l'État et expriment sa volonté. Quatrième élément constitutif, c'est la personnalité juridique. Cette personnalité juridique, c'est l'aptitude de l'État, comme c'est le cas pour les personnes physiques et les personnes morales, à être titulaires de devoirs et de droits, bien évidemment. Donc, l'État n'a d'existence réelle et ne peut faire partie de la communauté internationale sans satisfaire ces deux exigences. Des exigences ou des éléments d'ordre sociologique d'une part et des éléments d'ordre juridique d'autre part. C'est-à-dire c'est la réunion de ces deux ensembles qui font de l'État une réalité juridique, bien évidemment. Donc, durant cette séance et les séances à venir, nous allons nous arrêter sur la souveraineté en tant qu'élément juridique constitutif de l'État. À ce titre, il faut comprendre que la souveraineté est consubstantiellement liée à l'État moderne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État sans souveraineté, comme il ne peut y avoir de souveraineté en dehors de l'État sans l'État. Nous allons traiter le thème de la souveraineté en deux temps. D'abord, la définition de la souveraineté et son évolution dans le temps depuis son apparition à la fin du XVIe siècle, et ensuite s'arrêter sur les différentes applications de ce principe dans la pratique, c'est-à-dire la classification des systèmes politiques en fonction des rapports entre les citoyens d'une part et le pouvoir politique d'autre part. Mais d'abord, il faut préciser au préalable que les dispositions relatives à la souveraineté ne comptent pas parmi celles qui sont obligatoirement contenues, mentionnées dans le texte constitutionnel. Ainsi, par exemple, existent des constitutions dans lesquelles la souveraineté est évoquée. Elle est mentionnée dans le texte constitutionnel par le pouvoir constituant originaire, bien évidemment. C'est le cas de la Constitution marocaine de 2011, qui fait référence à la souveraineté dès l'alinéa 2 de son préambule. Elle y insiste dans l'alinéa 4 de ce même préambule et il enfonce le clou, si je peux m'exprimer ainsi, dans les articles 2 et 6. C'est la même chose pour la Constitution française de 1958, qui évoque la souveraineté également dans le préambule. Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer par rapport à la Constitution française actuelle, c'est que tout le titre 2 de la Constitution de 1958 est intitulé de la souveraineté. Donc tout le titre premier de la Constitution française est réservé à la souveraineté. D'autre part, il peut exister des constitutions dans lesquelles la souveraineté n'est pas évoquée, n'est pas mentionnée. Il n'apparaît nulle part dans
le texte constitutionnel. Et c'est le cas notamment par exemple, de la Constitution américaine de 1787 et plus récemment de la Constitution allemande de 1949. Donc, juste pour rappel, le développement de cette théorie de la séparation, de la souveraineté, va coïncider avec les guerres, les révolutions, l'anarchie, la violence et les guerres civiles que connaîtra l'Europe à partir du XVe siècle. Et pour sortir le continent de cette situation, certains philosophes, certains juristes, certains penseurs politiques ont théorisé, voire même inventé cette fameuse théorie de la souveraineté. Ainsi, pour un certain nombre d'entre eux, gagner la paix intérieure exige l'existence d'une puissance omnipotente et incontestable à l'intérieur de l'État. La souveraineté devient ainsi pour un certain nombre de philosophes et d'auteurs la notion clé pour maîtriser cette situation de guerre civile qui ravage l'Europe en général et la France en particulier. Donc c'est le début de la théorisation à cette superpuissance qui s'appellera par la suite souveraineté, bien évidemment. Donc, envisager sous l'angle de la domination, nous pourrons dire que le mot ou la notion de souveraineté va désigner une prérogative suprême et ultime de décision qui confère ou qui accorde à son titulaire un pouvoir sur autrui. À cette époque, était considéré comme souverain celui qui, au regard de cette prérogative, n'a aucune autorité au-dessus de lui et dont les décisions ne sont dépendantes du consentement de personne. De ce fait, nous pouvons remarquer que la détention et l'exercice de la souveraineté coïncident l'un avec l'autre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car tout simplement le peuple qui est censé être le détenteur de cette ou le dépositaire de cette souveraineté n'exerce pas le pouvoir lui-même, mais délègue cette fonction à des représentants qui vont exercer le pouvoir en son nom. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette idée un petit peu plus tard. Donc il faut rappeler que le renforcement du pouvoir politique et sa centralisation, qui sont bien évidemment le résultat de cette souveraineté, ont été au début de l'époque moderne et grâce à la naissance des monarchies absolues dont le contexte européen du XVe et du XVIe siècle notamment ont été bien évidemment de puissants moyens de lutte d'une part contre la violence privée et l'anarchie féodale et d'autre part contre la domination de l'Église catholique. Donc il s'agit d'un instrument de protection des personnes et des biens par le biais de la puissance publique. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que c'est tout un contexte historique qui va favoriser l'émergence de cette théorie de la souveraineté. Ce contexte historique n'est rien d'autre que les guerres civiles qui vont ravager l'Europe à la sortie du Moyen-Âge et ces guerres civiles qui se sont déroulées, bien évidemment, pour l'exercice ou pour l'appropriation de l'exercice du pouvoir politique, bien évidemment. Donc, la question qu'il faut se poser ici est celle de savoir qui est le titulaire de cette souveraineté. Ce titulaire, bien évidemment, qui va changer d'un juriste, d'un philosophe à un autre et d'une époque à une autre, en accompagnant la transformation des systèmes politiques, mais également en contribuant parfois aussi à cette transformation. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut évoquer le rôle qui a été joué par Jean Bodin, par exemple, par Jean Locke, également par Rousseau, également dans la transformation de la vie politique en Europe en général et en Angleterre et en France en particulier. Juste à titre d'exemple, en 1576, c'est-à-dire la date à laquelle
Jean Bodin a publié son fameux livre qui s'intitulait « Les 6 livres sur la République », aucun pays en Europe n'a à sa tête de monarque dont la condition juridique correspondrait à la définition de la notion de souveraineté développée par Jean Bodin. Également, l'œuvre de Locke, notamment dans son œuvre « Les 2 traités sur le gouvernement civil ». On peut également donner pour exemple l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. Ces œuvres vont précipiter les révolutions anglaises de 1688 et la révolution française de 1789, bien évidemment, et ainsi la chute de l'Ancien Régime. Donc on voit bien comment cette théorie de la souveraineté qui a été développée d'abord par Jean Bodin, par Hobbes, par Locke, par Rousseau par la suite, va contribuer bien évidemment à la transformation des systèmes politiques en Europe, bien évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle on peut dire que ces écrits ne s'inscrivent pas dans l'explication du statu quo, mais élaborent une théorie prospective qui va contribuer, je disais tout à l'heure, à la transformation de l'État, à la transformation des systèmes politiques en Europe, bien évidemment. Chez Jean Bodin, le premier théoricien de cette souveraineté, la souveraineté qui est la force d'union et de cohésion de la communauté politique ne peut s'incarner que dans la personne du monarque. Car Bodin estimait à l'époque que l'institution monarchique est la seule capable de sortir l'Europe en général, et la France en particulier, de l'anarchie, de la guerre civile qui le rongeait à l'époque. Jean Bodin, comme premier théoricien de cette conception moderne, je dirais, de la souveraineté, définit cette notion comme la puissance de commander et contraindre sans pouvoir être commandé ni contraint par qui que ce soit sur la terre. Donc on voit bien que pour Bodin, cette capacité de commandement réside dans la personne du monarque à l'époque. Donc en raison de l'effondrement de l'ordre médiéval, la compétence législative apparaît aux yeux de Jean Bodin comme le point principal de cette souveraineté absolue, bien évidemment. Donc cette conception première de la souveraineté qui a été développée, qui a été théorisée par Jean Bodin, va être également explorée par Thomas Hobbes au moment de la guerre de religion en Angleterre. Hobbes qui insistait à cette époque sur le fait que gagner la paix intérieure exige une puissance omnipotente et incontestable. Cette puissance est confiée, selon Hobbes, à celui qui est capable d'exercer réellement et effectivement le pouvoir politique dans l'État. À l'époque, celui qui en avait vraiment les moyens, c'était bien évidemment l'institution royale en Angleterre. Donc c'était à peine voilé cette défense de l'institution monarchique en Angleterre, dont ces luttes pour le pouvoir politique, luttes bien évidemment qui opposaient les royalistes d'un côté et les parlementaristes de l'autre, ces luttes qui vont conduire à la défaite des royalistes et l'exécution même de Charles Ier et ainsi la naissance de la République, c'est-à-dire c'est la parenthèse que va connaître le système politique anglais avec le gouvernement d'Oliver Cromwell de 1649 à 1659. Donc on voit bien que Thomas Hobbes défendait une conception de la souveraineté qui est dans le prolongement de cette idée forte qui a été développée au préalable par Jean Bodin. John Locke, de son côté, va s'intéresser à cette question, à cette notion de souveraineté, en précisant que
la volonté souveraine ne peut être que la volonté de la communauté, c'est-à-dire la volonté du peuple. Donc, il s'agit d'un transfert de la souveraineté de la personne du monarque à l'époque au corps du peuple. Et on peut dire qu'il s'agit ici d'une véritable rupture avec la ligne qui a été défendue à la fois par Jean Bodin et par Hobbes, qui voyait dans la personne du monarque l'incarnation de cette souveraineté, bien évidemment. La deuxième innovation de Locke en la matière consiste dans le remodelage de cette idée de souveraineté. Car Locke fragmente la souveraineté législative en distinguant d'une part une puissance législative sans supérieure dont l'État et dont la volonté fait la loi, et d'autre part un peuple non législateur, mais suprême, au sens où il est investi d'un pouvoir constituant qui limite et surveille le pouvoir législatif sans disposer du même pouvoir que lui, bien évidemment. Or, cette instance souveraine n'est cependant ni absolue ni arbitraire. Il s'agit bien évidemment de l'institution parlementaire, puisque le peuple constituant exerce sur elle une surveillance qui la limite. Et d'ailleurs, à ce titre, juste un petit rappel par rapport à ce que nous avions évoqué concernant la conception de John Locke, concernant cette fois-ci le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, certes, John Locke a prôné le principe de la séparation des pouvoirs, mais il faut rappeler que ce principe de séparation des pouvoirs ne signifiait pour Locke nullement une égalité parfaite entre les trois institutions ou les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif. Donc, au sein de ce rapport entre ces trois institutions constitutionnelles, la balance penche inévitablement en faveur de la fonction législative, du pouvoir législatif, étant donné que ce dernier est l'incarnation de cette souveraineté populaire, bien évidemment. Ainsi reconstruite, la notion de souveraineté a entièrement changé de sens avec John Locke, bien évidemment, puisqu'il n'implique pour le citoyen ni structure de soumission, ni obligation inconditionnelle d'obéissance, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point en particulier. De cette façon, nous pouvons dire que Locke fait de la volonté du peuple non seulement la base du pouvoir, mais la règle du droit. Cette notion de souveraineté va continuer à se métamorphoser, à se transformer avec d'autres penseurs, bien évidemment. Donc il s'agit de Rousseau en particulier, qui traite de la souveraineté dans son œuvre du contrat social. Cette souveraineté considérée comme l'une des conséquences les plus importantes du passage de l'état de nature à la société organisée autour de cette idée nouvelle qui a été développée par Rousseau et qu'on appelle volonté générale. Donc, je disais que cette notion de souveraineté va continuer à se transformer, à se métamorphoser avec d'autres philosophes, avec d'autres penseurs, et notamment avec Jean-Jacques Rousseau, je disais, qui a traité cette question de souveraineté dans son ouvrage qui s'intitulait du contrat social. Cette souveraineté considérée comme l'une des conséquences les plus importantes du passage de l'état de nature à la société organisée autour de cette idée nouvelle que Rousseau appelle volonté générale. Donc pour Rousseau, la loi en tant qu'expression de cette souveraineté ne peut émaner que de la communauté politique. Cette communauté politique, seule souveraine et seule capable d'exprimer la volonté générale. Selon Rousseau, la loi exprimée directement par le peuple lui-même est la seule source du droit. Elle peut tout vouloir, elle peut tout décider. Ainsi, les hommes, c'est-à-dire les citoyens, en se conformant à la loi, n'obéissent qu'à eux-mêmes, tout simplement parce que c'est eux la source de cette loi.
Ce processus de transformation de la souveraineté va continuer avec Carl Schmitt dans son ouvrage Théorie de la Constitution, apparu en 1928, où il va s'arrêter lui aussi sur cette notion de souveraineté, en concluant que le souverain finalement est celui qui est habilité par le texte constitutionnel à faire usage des pouvoirs exceptionnels, c'est-à-dire les pouvoirs de crise. Et souvent, celui qui est habilité à faire usage des pouvoirs exceptionnels, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le Parlement, mais c'est le pouvoir exécutif. Bien évidemment. Par exemple, l'article 16 de la Constitution française, l'article 59 de la Constitution du Royaume du Maroc de 2011, qui habilite le chef de l'État à prendre toutes les mesures nécessaires permettant à l'État de dépasser, de sortir de ces crises politiques et institutionnelles qu'il peut traverser. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'une théorie qui conduit à sortir de l'État constitutionnel du début du XXe siècle. Et d'ailleurs, peut-être le passage de Carl Schmitt par le parti nazi allemand en est pour quelque chose. Peut-être l'une des conceptions actuelles de cette souveraineté, c'est celle qui a été prônée, qui a été défendue par le juriste autrichien Hans Kelsen, qui considère que la souveraineté ne réside plus dans l'État, mais dans l'ordre juridique. Cet ordre juridique qui trouve son fondement dans la Constitution en tant que norme suprême. D'où, bien évidemment, le plaidoyer de Kelsen en faveur de la protection juridictionnelle de la Constitution, et notamment dans son fameux article paru en 1928 dans la revue de droit public en France et à l'étranger, intitulé La garantie juridictionnelle de la Constitution, et qui défend l'idée de cette suprématie du texte constitutionnel et la nécessité de protéger cette suprématie de la Constitution. Selon Kelsen, l'État ne peut être considéré comme étant souverain que dans la mesure où l'ordre juridique étatique est l'ordre suprême. C'est donc en tant qu'ordre juridique que l'État est souverain. La souveraineté atteint ici son plus haut niveau d'abstraction, auquel ne correspond finalement aucun titulaire en mesure de pouvoir assumer le pouvoir de décision qui est intrinsèquement associé à cet ordre juridique. Donc, aujourd'hui, la souveraineté selon Kelsen est considérée essentiellement comme une garantie de la démocratie. La souveraineté, en tant qu'élément constitutif de l'État, et notamment aux yeux de Baudin, en tant que premier théoricien de cette souveraineté, doit posséder bien évidemment un certain nombre de qualités, de caractéristiques. Donc ces caractéristiques, on peut les résumer de la façon suivante. D'abord, la souveraineté est une puissance de commandement, c'est-à-dire que celui qui détient cette souveraineté a le droit de doter la société de toutes les normes juridiques dont il a besoin, en toute indépendance, bien évidemment. Deuxièmement, cette puissance de commandement est perpétuelle, c'est-à-dire la souveraineté est par essence perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée dans le temps. Et le caractère perpétuel de la souveraineté évoqué par Baudin n'est rien d'autre que le principe de la continuité de l'État. Donc, la souveraineté n'est pas limitée dans le temps. Troisième caractéristique, la puissance souveraine de l'État est absolue. Et en termes modernes, nous pourrions dire que la souveraineté se manifeste ainsi sur le plan international, où il signifie l'indépendance de l'État vis-à-vis ou par rapport aux autres puissances étrangères, alors que sur le plan
interne, le souverain est libre à l'égard de ses prédécesseurs, à l'égard de ses subordonnés, et surtout, ce qui est le plus important, à l'égard des lois et ordonnances qu'il fait.